Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être venus à cette nouvelle rencontre de la bibliothèque Gulbenkian hors de ses murs, ici à la Fondation Maison des Sciences de l'Homme, que nous remercions pour son généreux accueil. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Ivete Santos pour la présentation de son ouvrage Ditadura Portuguesa e Política Imigratória, Criação, Pensamento e Ação da Junta de Imigração, publié aux éditions de l'Imprensa de Sciences Sociales, que nous saluons chaleureusement. Ce livre est une contribution à l'histoire de la politique d'immigration portugaise et de son processus d'évolution pendant la dictature de Salazar, avec la Junta d'Imigração comme objet d'étude. Pour accompagner Ivete Santos, Vítor Pereira, qui a eu l'amabilité d'accepter cette invitation, un grand merci à tous les deux. Ivete dos Santos, chercheuse dans l'histoire contemporaine, spécialiste des migrations, ses axes de recherche portent en particulier sur les politiques portugaises d'immigration et sur l'industrie de la migration. Depuis janvier 2024 et en tant que boursière Marie Curie au sein du laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes, elle analyse les pratiques de rejet des migrants portugais et les politiques de retour assistées et organisées par les autorités portugaises depuis la France, les États-Unis, le Brésil durant l'entre-deux-guerres. Vítor Pereira, bon, vous le connaissez déjà, mais bon, quand même, docteur en histoire contemporaine à l'Institut d'études politiques de Paris, est actuellement chercheur à l'Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa. Il dirige les éditions de l'Imprensa de História Contemporânea et est membre de plusieurs comités de rédaction, Lusotopie, Histoire politique, analyse sociale. Ses recherches et publications portent sur l'émigration portugaise et sur l'histoire du XXe siècle portugais. Son dernier livre, c'est Le peuple qui commande la révolution des œillets 1974-1976, a été publié aux éditions du Détour, qui a été présenté ici l'année dernière. Les livres de nos deux invités sont disponibles à la bibliothèque Gulbenkian. Nous vous rappelons que cette rencontre sera enregistrée et mise en ligne plus tard via le site de la Fondation Calouste Gulbenkian, délégation en France, et via nos réseaux sociaux. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne conférence et un grand merci à tous les deux pour être ici ce soir. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la Fondation, à la délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian de nous inviter à présenter cet ouvrage et la confiance qu'elle nous octroie. Alors, je vais tout de suite vous dire que je vais tutoyer Ivete, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, donc je ne vais pas inventer le vous comme si on ne se connaissait pas. Et alors, je vais me permettre de te rappeler, peut-être que tu ne te souviens pas comment on s'est rencontrés la première fois. J'étais tous les deux, moi j'étais doctorant, je pense que tu étais encore en DEA à l'époque. Et si vous voyez un peu la Bibliothèque nationale de France à Paris, la nouvelle, celle François Mitterrand, et je voyais quelqu'un qui consultait un journal que j'avais consulté quelques années auparavant, que c'est Correio Português, qui est un journal de l'Association nationale des Portugais en France, qui était une structure proche du régime dictatorial. Et évidemment, curieux comme je suis demandé, mais pourquoi vous lisez ça, etc. Donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés la première fois. Et ensuite, nos travaux sur des sujets assez proches sont accompagnés. Et donc la présentation a été déjà faite, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin, si ce n'est que cet ouvrage est en grande partie issu de ta thèse que tu as soutenue à l'Université Nova de Lisboa en 2014, mais que tu as beaucoup retravaillé, et notamment pour la publier dans cet éditeur, donc Impressas Sociais, qui est un des meilleurs éditeurs de sciences sociales au Portugal, qui a publié de nombreux classiques de sociologie, d'anthropologie, d'histoire. Je vous conseille, si après l'ouvrage d'Ivete, il y a dans la même, chez le même éditeur, Corintior, un livre de Marcelo Borges qui est extrêmement intéressant et qui est assez complémentaire de ton approche. Donc c'est au Portugal, c'est de publier à l'ICS, c'est vraiment une reconnaissance. Et donc je vais te poser des questions extrêmement simples. Et les questions qu'on pose toujours, en fait. Comme vous l'avez vu et entendu, on s'est croisés à la BNF et on s'est beaucoup croisés dans les archives, notamment au Portugal. Et pour ce travail, j'ai une double question pour commencer. Donc, d'une part, d'où te vient l'idée de cette thèse, de travailler sur cette junta de migração, et surtout, les difficultés que tu as eues. Alors, entre historiens, souvent, quand on se croise, quand on se rencontre, on parle de nos difficultés pour accéder aux archives et de trouver des archives. Alors, au Portugal, les archives contemporaines ne sont pas toujours simples à trouver.
C'est très différent du cas espagnol. Il n'y a pas vraiment en Espagne, quand vous travaillez sur le franquisme, c'est dur d'accéder aux archives parce que les archives conservent les archives. Ils les cachent, on ne peut pas y accéder facilement. Tandis qu'au Portugal, grâce à la révolution des œillets, avec cette dictature qui dompe du jour au lendemain, on peut plus facilement accéder aux archives. Les archives de Alpide sont ouvertes, les archives Salazar sont ouvertes, les archives Caetano sont ouvertes, mais on ne peut pas faire toute l'histoire du Portugal avec ces archives et toute l'histoire du Portugal contemporain. Et très souvent, on peine à trouver des archives d'institutions, d'organisations assez administratives, bureaucratiques. Et donc, je sais que ça a été pas facile pour toi de retrouver ces archives de la Junta. Et notamment, ce n'était pas un problème d'accueil, mais les modalités de conservation n'étaient pas aisées. Donc, si tu peux juste nous dire, pour commencer, comment tu en viens à ce sujet et comment tu as trouvé et consulté ces archives de la Junta. Bonjour à tous. Avant tout, j'aimerais remercier le public d'être présent pour la présentation de mon livre. C'est la deuxième fois que je le fais. Je l'ai fait à Lisbonne l'année dernière et cette année, donc, c'est à Paris. C'est un grand plaisir d'être là. Remercier Christina pour m'avoir donné cette opportunité. Remercier Victor parce que voilà, sa gentillesse de présenter, enfin, d'être avec moi dans la présentation de ce livre. Alors, alors juste une petite parenthèse, effectivement, je me souviens très bien de notre rencontre. Tu n'avais pas encore de barbe. Tu n'avais pas encore de barbe. Et je me souviens très, très bien, effectivement, de ce jour où on s'est rencontrés la première fois à la Bibliothèque nationale de France. Bon, l'idée de travailler sur la Junta de Imigração, ça a été une idée. L'idée, ça a été de travailler sur une politique d'immigration, la politique d'immigration portugaise, à partir d'une institution qui me permettait, d'une entité qui me permettait d'avoir un regard assez élargi sur cette politique d'immigration, parce que c'est on a une institution ou une agence gouvernementale, bref, qui a été créée en 1947. Et qui avait comme fonction d'encadrer tous les mouvements migratoires. C'est-à-dire, l'idée, c'était de contrôler les sorties. Et à partir d'une agence qui est gérée par un président, par une figure très emblématique, donc tu connais très bien, parce que tu en parles aussi dans tes travaux, c'était de comprendre un petit peu jusqu'à quel point elle agit. Qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle fait? Et parce que et comment elle le fait aussi bien, parce qu'on est en 47, donc il y a encore l'immigration pour la France est une immigration marquante de l'histoire du Portugal, de la dictature. Elle va beaucoup influencer la politique d'immigration de Salazar, mais il fallait aussi, je pense aussi, regarder ce qui se passe avec l'immigration transatlantique. Et donc, le fait d'avoir été créé en 1947, eh bien, on est dans un contexte où l'immigration transatlantique compte encore. Okay. C'est le lendemain de la Seconde Guerre mondiale et donc reprend une immigration transatlantique surtout et principalement au Brésil. Et effectivement, la France, l'immigration pour la France repart, puisqu'on en a durant l'entre-deux-guerres, elle redescend, mais elle repart après au milieu des années 50 et 60. Donc l'idée, c'était un peu de comprendre à partir d'une institution qui a une intervention aussi large, c'est-à-dire, quand on dit large, ça veut dire elle s'occupe des dossiers de demande. À partir de Lisbonne et de sa délégation à Porto, elle est un intermédiaire avec plusieurs collaborateurs qui travaillent justement dans la préparation de ces demandes d'immigration. Elle a, par exemple, un rôle très important dans le contrôle et dans la vigilance, par exemple, du transport de migrants, de transport maritime. Parce qu'à cette époque-là, c'est très important. Il est très important de contrôler toute cette dynamique des transports. Bref, elle a donc une fonction de vigilance par rapport, même si ce sont des fonctions, ce n'est pas une police, mais elle fonctionne presque comme une police. Et donc, elle agit aussi sur la possible intervention d'intermédiaires. Parce qu'en 1947, lorsqu'on décide de créer une Junta de Imigração, cette institution, l'idée, c'est de déposer dans les mains d'une institution publique le monopole du contrôle de la sortie. Donc l'idée, c'était de partir de cette institution et de voir en fait toute l'ampleur de son intervention. Et une intervention qui ne se limite pas sur le territoire portugais, mais aussi qui
qui a un lien avec les pays, c'est-à-dire notamment, par exemple, avec les consulats. Et donc, elle agit sur plusieurs échelles. Et cela m'intéressait de voir jusqu'à quel point elle peut avoir une influence. Cette petite agence, elle peut avoir une influence sur la manière dont on pense la politique d'immigration et comment on l'exécute. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi, et ça c'était aussi important pour moi, c'est de comprendre de quelle manière elle influence sur les politiques, sur les ministres, sur la manière de décider comment doit être pensée la politique d'immigration et comment doit être organisée l'immigration. Donc voilà. Mais c'était pour moi très important de comprendre donc ce lien entre immigration transatlantique et immigration européenne, parce que l'on sait, et ça a été très bien expliqué par Victor, que la manière dont on a géré, par exemple, l'immigration pour la France a beaucoup été influencée par une pratique administrative, une mentalité administrative qui vient de l'organisation d'une immigration transatlantique. Et donc, cela m'intéressait de voir comment cela impacte et comment cela impacte notamment sur la France ou sur d'autres pays européens. Voilà. Les archives, alors j'ai eu de la chance, parce que c'est de la chance, j'ai eu de la chance d'avoir une directrice de thèse qui, justement, à l'époque, avait un projet de recherche sur l'histoire de l'immigration portugaise et qui avait connaissance justement de cette archive, de l'archive de la Junta da Imigração, qui fait partie d'une direction générale qui s'appelle la Direction générale des affaires consulaires et des communautés portugaises. Et donc, ils étaient en train d'organiser en fait cette archive. Et donc, j'ai eu la possibilité d'avoir accès, j'ai eu un accès privilégié à cette archive. Maintenant, c'est un archive qui est, voilà, c'est un petit peu la pépite, comment dire, on est un petit peu le petit enfant dans un endroit, enfin, on est très heureux d'être au milieu des archives, mais c'est du brut, c'est-à-dire non organisé. Il a fallu que beaucoup d'étagères, bref, il a fallu que je repense, que je vérifie toutes les archives, je regarde ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait un inventaire, mais très très mal fait. Et donc, il a fallu que je fasse tout ce travail en fait d'identification des archives qui pouvaient m'intéresser, ne pas m'intéresser, faire des choix. Parce qu'effectivement, c'est quand même, on parle de 2 salles pleines d'archives. Et donc, au vu du temps que j'avais pour faire la thèse, donc en fait, j'ai fait des choix. Et donc voilà. Donc, mais c'est vrai que ce sont des archives très intéressantes, malheureusement incomplètes, parce que j'ai eu accès malheureusement qu'à une partie des archives, parce que la Junta de Imigração est constituée par pour résumer 2 services. Le service administratif et un service d'inspection et tout le parti administratif, c'est-à-dire le personnel qui gérait les dossiers, n'était pas dans les archives. Il n'y avait que tout ce qui est lié au service d'inspection. Mais ce qui m'a permis, ça ne m'a pas empêché d'avoir une approche assez étendue du sujet. Mais malheureusement, je n'ai jamais vu, par exemple, de dossier individuel. Jamais. Donc, et c'est dommage. Voilà. Il n'y a pas d'index, il n'y a rien ? Non. Non. Et aujourd'hui, cette archive continue. Je sais que ce projet n'a pas continué. Et donc, cette archive continue à être au même endroit, non conservée, non traitée. Et donc, il faudrait effectivement, ce serait bien de donner une continuité à ce projet. Si je peux juste rajouter un point sur les archives. Entre-temps, ils ont été, donc il y a un petit inventaire qui a été fait entre-temps, je crois, qui a nom aux archives diplomatiques. Si vous allez à Lisbonne, au Palais des Necessidades, où il y a aussi des archives diplomatiques, il y a des éléments. Alors moi, là, c'est une petite note personnelle, mais c'est comment les thèses nous suivent. Pendant un moment, j'habitais à Lisbonne et j'habitais à côté du siège de la Junta da Imigração, qui était Rua do Pasadiço, à côté du bar de Saint-José, qui était... Alors moi, j'ai habité à Lisbonne avant la grande révolution de Lisbonne, pas de celle de 74, c'est à partir de 2015, qui s'appelle Airbnb, retraite et palais de luxe. Et donc, c'était un bâtiment qui était vide et je me disais toujours, peut-être que si je rentre à l'intérieur, il y aura encore des dossiers quelque part. Bon, je n'ai jamais osé
enfreindre la loi et je ne suis pas rentré à l'intérieur. Et ça peut-être pas vous étonner, c'est devenu, alors non pas un hôtel de luxe, mais un condominium de louche, comme pas mal de bâtiments anciens à Lisbonne. Merci. Et là, tu l'as déjà un peu dit. Donc ta thèse, c'est surtout sur la junta, qui après on va revenir, qui a été créée en 1947, à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Mais ce qui est très intéressant dans ta thèse, c'est que tu l'insères, cette création, dans une chronologie un peu plus large, qui est notamment celle des années 30. Et tu reviens dans ton premier chapitre sur les années 30 et tu montres comment l'arrivée et le renforcement de la dictature, et notamment d'une police politique, qui est la PVDE, la police et vigilance Ytterste du Staat, qui a pour rôle notamment de surveiller les frontières, comment la PVDE, dirigée par Agustín Llorens, et il y a une volonté de mieux contrôler cette immigration qui est assez à l'époque, donc dans les années 30, qui est surtout vers le Brésil. Il y a eu dans les années 20 75 000 Portugais qui viennent en France, et même en 1929-1930, et 31 au début, il y a beaucoup de Portugais qui viennent en France, qu'à un moment, le Brésil se ferme un peu, puis après va se réouvrir un peu. Mais donc, toi, tu essayes de saisir cela dans une tentative de contrôle, là tu as déjà dit le terme, de monopole de l'État sur la sortie. Grosso modo, auparavant, il fallait obtenir un passeport. La loi va fluctuer au 19e, au 20e siècle, etc. Mais notamment, il y a un décret-loi de 1919. Mais grosso modo, il faut quitter le Portugal, il faut avoir un passeport. Mais on a encore, si les gens partent, c'est toujours l'idée que ça règle un problème, que les gens partent, les chômeurs partent, et notamment dans les années 30. Et là, ce que je voudrais que tu montres très bien, ce qui est très novateur, c'est comment, petit à petit, au cours des années 30, et ça se fait par étapes, comment la dictature va modifier, essayer de mieux contrôler les différents acteurs privés. Et qui sont les acteurs privés? C'est les agences de voyage, c'est ceux qui obtiennent les passeports, parce qu'on est dans un pays où une grande partie de la population est illettrée, et où atteindre l'État pour des gens illettrés, c'est compliqué. Donc il y a plein d'intermédiaires qui profitent de cela, et notamment les grandes compagnies maritimes qui, de Hambourg à Gênes, du Havre, ont, depuis le 19e siècle, un énorme business. Vous disiez le terme d'industrie de l'immigration, un énorme business, et qui est de vendre des billets pour que les gens aillent en Amérique, et notamment au Brésil. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces moments des années 30 ? Oui. Donc en fait, l'idée de revenir en arrière sur les années 30, c'était justement pour comprendre un petit peu quel était l'héritage administratif qui avait été laissé à la junte, que la junte a hérité. C'est-à-dire comprendre un peu quelles sont les pratiques, comment les pratiques administratives qui se sont construites tout au long des années 30, et même avant, on peut même partir au 19e, fin 19e, et comprendre comment on peut expliquer une institution avec ses caractéristiques comme la Junta da Imigração. Et effectivement, les années 30, c'est un moment important parce que l'une des priorités, comme je disais avant, l'une des priorités de la Junta da Imigração, c'est d'avoir le contrôle et le monopole sur les sorties. Et ça n'implique pas que d'avoir de contrôler l'émission des passeports, c'est-à-dire de décider qui peut sortir et qui ne peut pas sortir, mais c'est aussi avoir un contrôle sur ces intermédiaires. Et comme Victor le dit très bien, quand on parle d'intermédiaires, on parle avant 1947, on les nomme des agences de passage et de passeport. Après, on les appelle, ce sont les agences de voyage, comme on connaît par exemple, je ne sais pas si vous avez l'agence Abreu, qui était une agence de passage et de passeport et qui a fait du négoce, de l'argent, dans la vente par exemple, dans la vente de billets de passage à des migrants. Et qui aussi, pas que la vente de passage, c'est aussi organiser les passeports. C'est servir, solliciter un service privé pour organiser l'immigration. Et ça, cela veut dire, et comme tu l'as très bien dit, pour immigrer, il faut un passeport. Et donc, ces agences proposaient aussi ce service, c'est d'organiser les papiers et pour faire le contact avec les autorités pour avoir ce passeport. Donc, l'idée, c'était aussi donc, de comprendre comment la junte, on arrive à ce qu'en 1947, ces intermédiaires ne peuvent plus intervenir. Et la seule manière de faire ça, c'était de revenir en arrière dans les années 30. Et cette préoccupation, cette inquiétude par rapport à l'intermédiaire, que l'on considère qu'il a beaucoup de pouvoir dans l'organisation de l'immigration, notamment d'une immigration, d'une sortie désordonnée,
non contrôlés numériquement, on va dire plutôt, sans contrôle, c'est-à-dire on sort sans avoir, les gens sortent sans qu'il y ait un contrôle parce que ces intermédiaires sont là et ils proposent un service, et c'est eux qui stimulent, qui facilitent la sortie. Donc il faut éviter qu'ils interfèrent directement et légalement dans les demandes d'immigration. Et ce travail-là, donc il est fait. Cette préoccupation, elle est faite, cette inquiétude, elle est avant les années 30 et elle est aussi durant les années 30. Et ce qui se passe dans les années 30, c'est que il y a une tension de plus en plus grande entre intermédiaires et les services portugais qui gèrent l'immigration. Et là, on parle de la police politique, puisque avec l'instauration de l'État nouveau, avec la dictature en 1926 puis 1933, il y a toute une reformulation des services d'immigration. Ce n'est plus donc il y a une réforme des polices qui inclut le service d'immigration. Et là, c'est la police politique qui prend en charge la question de l'immigration. Et la vision que la police politique a, et durant cette période, donc la vision que cette police politique a et le contact qu'elle a avec l'immigration et la gestion de l'immigration, eh bien, de plus en plus, ça fait de pression pour que eh bien, ces intermédiaires, ces compagnies, ces agences de passage et de passeport, surtout parce que ce sont les représentants, c'est eux qui sont sur le terrain, qui sont au Portugal, qui sont sur le terrain, qu'il n'ait plus la possibilité d'organiser de l'immigration, qui n'interfèrent plus dans ce processus, dans cette organisation. Et donc, effectivement, de plus en plus, on va faire une pression, la police politique va faire pression. Il va y avoir des moments, les années 30, il ne faut pas oublier, c'est une période de crise, de grande dépression, où les sorties migratoires légales sont difficiles. Donc, je pense qu'il y a beaucoup plus d'immigration clandestine. C'est quelque chose qu'il faudrait travailler cette partie-là. Il y a une tentative et l'expérience d'une immigration qui a été organisée en 1936 pour le Brésil, où elle n'était organisée que où on voulait que soit organisée que par des institutions, par l'État, par les institutions d'État, sans l'interférence des intermédiaires privés. Eh bien, ça a été une manière aussi de faire une expérience de ce genre d'immigration, c'est-à-dire où les intermédiaires n'interviennent pas. Et ça va être une opportunité, pour proposer justement qu'on les mette de côté, parce qu'on comprend qu'en fait, c'est très difficile de contrôler leurs activités. Et effectivement, il est difficile dans l'organisation d'une immigration irrégulière, il est difficile de trouver de mettre la responsabilité sur l'agent de passage et de passeport, à mon avis. Et donc, ils ont une certaine... on dirait en portugais à vontade, c'est-à-dire une certaine aisance, une certaine marge de manœuvre pour pouvoir faire des actions qui sont illégales et qu'il est difficile, il n'est pas si simple d'avoir un contrôle sur elles. Et donc, l'une des manières, eh bien, c'est éviter qu'elles puissent interférer dans ce domaine. Et c'est ce qui s'est passé en 1947. Donc, je pense, la Junta d'immigration, elle a été créée en 1947 dans un contexte d'après-guerre, dans le cadre de nouveaux flux migratoires. On reprend l'immigration transatlantique, mais je pense, avec un autre esprit, il ne faut pas oublier que à cette période, et dans d'autres pays aussi, il y a des services d'immigration qui sont là pour gérer les flux et pour organiser l'immigration légale. Mais je pense que dans le cas portugais, cette expérience des années 30, elle est importante. Elle va influencer aussi la manière de concevoir une sortie, la manière dont la responsabilité de l'État dans le contrôle des sorties. Et donc, cette idée, c'est l'idée d'une junta d'immigração qui a beaucoup de pouvoir sur les sorties, qui en tout cas tente d'avoir. Oui, merci. Tu le montres très très bien, en fait, dans cette première partie, dans les suivantes, comment, même ce terme de junta d'immigração, il y avait des juntas pour tout au Portugal. Il y avait junta das frutas. Il y avait tout. Et en fait, c'est vraiment cette idée d'un État qui essaye, derrière un discours de la protection, il faut toujours protéger les émigrés qui vont se faire avoir par les intermédiaires, par les passeports, donc il faut les protéger, mais c'est cette vision très salazariste d'un peuple naïf dont il faut retirer la liberté parce qu'il ne sait pas l'utiliser. Et aussi cette crainte, et cette crainte, oui, des acteurs privés. Il faut que l'État contrôle l'économie. Et donc, comme il y avait
déjà tous des organismes de coordination des blés, de tout ce que vous voulez, de la morue, il y avait aussi cela. Donc cette junte est créée en 1947, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle est sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. Donc ça montre tout de suite un aspect assez policier. Et deux de nos personnages, dont un principalement Antonio Batista, c'est deux militaires. Les deux premiers présidents, c'est des militaires. Et c'est pas du tout étonnant quand on connaît la dictature, parce que la dictature vient d'un coup d'État militaire, et le président est toujours militaire, et les militaires ont un certain nombre de savoir-faire qui sont largement utilisés. Et Salazar s'appuie sur des militaires, car il sait que son pouvoir dépend d'eux. Et que tu montres aussi très bien ensuite dans les chapitres qui suivent, c'est un peu l'activité au quotidien de cette junta, qui va un peu s'étendre, qui va avoir un certain nombre de... Et notamment, et là tu l'as répété, c'est vraiment dans cette vision, quand elle est créée en 1947, on est encore dans un modèle qui est que l'immigration est transatlantique. Et on a tous un peu ces images, je ne sais pas si vous avez visité la dernière exposition au Musée de l'Homme sur l'immigration, de tous ces films italiens, moins portugais, avec tous ces paquebots qui ramènent des dizaines, des centaines des migrants vers les États-Unis, vers le Brésil, vers l'Argentine, etc. Et tu montres bien comment ce rôle de la junta, c'est beaucoup un discours de la protection, un discours très paternaliste, et notamment des inspecteurs et des médecins qui sont dans les paquebots pour accompagner, donc d'une part s'assurer que les prix sont respectés, et s'assurer que la nourriture n'est pas mauvaise, s'assurer, est-ce que tu peux quel est le quotidien, tu disais que tu parlais beaucoup de l'inspection, un peu quel est le quotidien de cette présence de la junta, à la fois donc celle qui délivre les passeports, mais une fois que les passeports, ils sont sur les bateaux, dans la Casa de Migran d'abord, dans les bateaux, c'est un peu, quelle est cette action au quotidien? Alors oui, l'action, effectivement, l'une des fonctions de ces fonctionnaires, les fonctionnaires sont constitués par des employés de bureau, c'est-à-dire des gens qui gèrent l'administratif, mais effectivement, ils sont aussi constitués par des médecins, des personnes formées qui sont médecins, mais aussi des infirmiers. Et donc, l'objectif, dans l'idée, comme dit Victor, effectivement, la junta a une des fonctions, c'est garantir la protection des migrants, c'est-à-dire des pauvres petits. Ce sont des gens qui sont facilement, on peut facilement les tromper, exploitables. Donc, il faut les protéger, il faut s'assurer qu'ils arrivent bien jusqu'à destination. Et donc, il y a tout un système qui est mis en place, qui oblige les compagnies de navigation à partir du moment où il y a un temps des migrants portugais qui sont transportés dans les navires, il faut une équipe d'inspecteurs, avec un inspecteur médecin, des infirmiers, bref. Et donc, leur fonction, c'est de les accompagner durant le voyage. Mais ce qui est très curieux, c'est que, en réalité, oui, il y a cette vision paternaliste, il y a cette attitude paternaliste, mais en même temps, il vérifie, j'arrive au croustillant, on va dire, effectivement, il vérifie les conditions de transport, l'alimentation. Par exemple, le Veracruz qui est... Alors ça, j'ai trouvé énormément de références, d'archives, de rapports faits par les médecins sur les voyages faits sur le Veracruz. Le Veracruz, c'est l'un des paquebots qui a été construit moderne, qui a été construit après la Seconde Guerre mondiale et qui avait comme fonction justement de faire ce voyage entre le Portugal et le Brésil, qui après a été renvoyé vers la ligne Portugal-Colonie avec le début de la guerre coloniale. Bref, mais donc, il n'y avait pas un voyage où il n'y avait pas de problème de santé. C'est-à-dire la 3e classe, parce que c'était un paquebot avec 3 classes. C'est une conception assez ancienne et démodée du paquebot, l'idée du paquebot après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'à partir de ce moment-là, on commence à construire des paquebots de classe ou de classe unique. Mais non, eux, ils maintiennent donc ce système des 3 classes pour des questions sociales de non-mélange de personnes entre classes sociales. Mais effectivement, il y avait toujours des problèmes de santé, des problèmes... Bon, je ne vais pas raconter ici les détails, mais bon, c'est vrai que les médecins se plaignaient beaucoup. Mais, et
beaucoup des enquêtes étaient faites pour vérifier, pour savoir ce qui se passait, mais les fonctionnaires-là, en réalité, la junte avait une action très limitée parce que souvent, en fait, elle se plaignait, la junte, les fonctionnaires se plaignaient des conditions de vie, de voyage, mais en réalité, il ne se passait rien. Voilà. Les compagnies ne faisaient pas, ça ne les intéressait pas, ils ne le faisaient pas. Et puis, l'une des fonctions je pense, qui est la vraie fonction, c'est surveiller. C'est avoir un contact au quotidien avec les immigrants, pour parler avec eux, pour savoir de quelle manière ils ont eu les papiers. Est-ce qu'ils l'ont eu de manière légale ou non? Qui est-ce qui a participé? Quels sont les noms de ces personnes? Et dans le but d'identifier de potentielles situations d'immigration illégale et de les faire, donc de faire un rapport et d'envoyer ça à la police politique. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça que je dis, ce sont des fonctionnaires, ce n'est pas une police, mais on est presque à la limite, c'est-à-dire ce sont des fonctionnaires qui contribuent et qui participent à ce travail de démantèlement et d'identification de pratiques illégales. Mais elle ne fait que répertorier. Et ça, elle le fait par exemple aussi, non pas que dans le cadre de l'immigration transatlantique et dans les navires, elle le fait aussi avec des fonctionnaires locaux. Par exemple, au moment du début, quand la personne veut immigrer, il faut qu'elle aille à la municipalité, à la mairie. Et elle montre son intérêt de vouloir immigrer. Et ce dossier, il est monté par le maire, par les fonctionnaires de la mairie, pardon. Et eh bien, il y a des inspecteurs qui vont de la Junta de Migração, qui vont faire donc des voyages sur le territoire portugais, dans les mairies, pour voir de quelle manière c'est organisé la migration. Et s'il n'y a pas des pratiques illégales. Quand on parle de pratiques illégales, ça peut être tout simplement quelqu'un qui donne une information sur la manière dont doit se faire la procédure, comment doit être montée la procédure, et recevoir un petit montant. Ça, c'est considéré comme une illégalité. Et tout ça, et ces inspecteurs, ils ont aussi cette fonction, que ce soit donc au niveau du transport, au moment du transport, mais que ce soit aussi au début de la demande, au début de la procédure, de vérifier qui, même au sein de tout ce qui est public, ce n'est pas que du privé, de savoir s'il n'existe pas des pratiques illégales, et de les répertorier et de les faire connaître à la police politique qui, après, décide. Là, j'aurais voulu savoir. En fait, je dis que ça passe par la police politique dans le cadre de l'immigration transatlantique, mais dans le cadre, par exemple, de pratiques illégales réalisées par des fonctionnaires, par exemple, des municipalités, ça ne passe pas par la police politique. Ça passe par un autre réseau, par le réseau du ministre de l'Intérieur, parce que ce sont des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur. Donc, c'est ce réseau-là qui fonctionne. Voilà. Mais oui, effectivement, c'est ce jeu un peu hypocrite. Oui, on protège, on agit parce qu'on veut protéger, mais en réalité, c'est parce qu'on veut savoir s'il y a aussi des situations. On veut bien cadrer, et on veut savoir s'il y a eu des pratiques, illégales. C'est ça l'objectif, et c'est le premier. Merci. Et un autre élément que tu montres très bien, c'est un peu les incohérences de la politique d'immigration. C'est-à-dire qu'après 1947, et ça vient aussi d'auparavant, il y a toujours une tension dans la politique d'immigration portugaise, qui est d'un côté les propriétaires de main-d'œuvre das Beiras, Domingo, Tajmontes. Pour eux, depuis le 19e siècle, le Portugal se vide. Quand on lit les discours des propriétaires, on a l'impression qu'il n'y a plus personne dès 1848. Alors qu'il y a toujours des Portugais. Donc il y a cette volonté de maintenir un excédent de main-d'œuvre au Portugal pour que les salaires soient bas. Mais d'un autre côté, il y a cette crainte qui est la crainte de l'excédent démographique. C'est-à-dire qu'il y a trop de population et que, grosso modo, trop de population n'arrive pas à la nourrir avec une agriculture extrêmement archaïque, pas assez mécanisée, etc. Il y a toujours cette tension. Et il y a une autre tension qui est, d'un côté, on a besoin de l'immigration, notamment parce que ça permet de faire partir des gens qui sont en trou, et qui, si on craint que s'ils restent et qu'ils ne mangent pas bien et qu'ils sont malheureux, ils puissent se révolter.
éventuellement. Et d'un autre côté, on a besoin, et Salazar, qui a quand même fait une thèse en économie politique, il le dit lui-même dans sa thèse qu'il a soutenue à Coimbra, que l'état des finances publiques portugaises dépend beaucoup des remises financières envoyées par les Portugais, notamment au Brésil. Et une autre tension encore, il y a plein de tensions, c'est notamment l'Afrique. Depuis 1836, alors même depuis 1822, qu'on dit qu'il faut cesser d'aller vers le Brésil, qui est devenu indépendant, et donc il faut envoyer l'excédent éventuel de main-d'œuvre vers l'Angola et le Mozambique, à Sada Bandel, dès 1836, qui défend ça. Tout le 19e siècle, on dit il faut que les Portugais cessent d'aller au Brésil, il faut qu'ils aillent dans la vallée du Limpopo ou à côté de Benguela. Et ça, c'est une chose qui, notamment, après la Seconde Guerre mondiale, c'est à partir de là qu'il y a une forte... Il n'y a jamais eu autant d'envois de personnes de métropole vers l'Afrique qu'après la Seconde Guerre mondiale, alors que les autres empires commencent. Et donc, il y a ces différentes tensions. D'un côté, on veut garder la main-d'œuvre. D'un autre côté, on a besoin des remises financières. D'un autre côté, on veut aussi garder des bonnes relations avec le Brésil. Et ce que tu montres, c'est ces différentes tensions entre différents acteurs. Et notamment aussi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que tu montres comment la junte d'immigration, elle, c'est pas tant qu'elle prospecte, mais qu'elle voit les différentes destinations. On connaît tous, alors on va parler plus tard de la France, mais notamment du Brésil, mais notamment comment elle est assez réceptive, parfois, à notamment quand il y a les possibilités de partir vers le Venezuela. Il y a un boom du Venezuela avec le pétrole, et comme vous savez, il y a beaucoup de personnes des Madères qui vont vers les Venezuela, vers Curaçao, qui est dans les Antilles. Après, il y a de destinations, il y a l'Afrique du Sud. Donc, comment, en fait, on reste dans les années, fin des années 40 et 1950, comment l'agent d'immigration, et notamment son directeur, son président, c'était son titre, gère ces différentes tensions entre besoin de main-d'œuvre au Portugal, besoin d'agriculture, besoin d'industrialisation, envoi de colons, mais aussi qu'il faut maintenir un courant d'immigration, parce qu'au cours des années 50, la population portugaise ne cesse d'augmenter, et on crasse ces excédents de main-d'œuvre. Vaste question. Oui. Et je commencerai par dire que, en réalité, je pense que la manière de gérer ces tensions, c'est d'éviter qu'il en sorte beaucoup. L'idée d'avoir une junta d'immigration qui contrôle les sorties, qui a contrôle, il m'a mise. Après, bon, elle tente, c'est une chose, vouloir, c'est une chose, le faire, réussir à le faire, c'en est une autre. Mais l'idée, c'est de ne jamais laisser sortir trop de monde. Parce que ne pas laisser sortir trop de monde, ça permet de ne pas montrer, de donner à l'immigration une grande visibilité. Ça permet, par exemple, d'élite agricole de ne pas trop se plaindre, de ne pas se plaindre parce que chez moi, il y en a trop qui sortent. Ou alors, dans le secteur agricole, il y a beaucoup trop de gens qui sortent. Ça permet aussi, voilà, pour le secteur industriel. Ça permet aussi... j'ai pas trop travaillé sur la question de l'Afrique, et je suis d'accord avec toi, il y a un lien très, très étroit. Mais je pense que c'est pareil, c'est-à-dire que on laisse pas trop sortir pour que les personnes qui veulent aller en Afrique, si elles veulent, elles peuvent y aller. Le Brésil, alors oui, c'est pareil, c'est la même logique. Je pense qu'en fait, la logique qui ici s'applique, c'est la logique du contrôle. Du contrôle. Après, on essaie de contrôler les professions. Les personnes qui sortent ont les qualifications, bien évidemment. Mais je pense que l'idée clé, c'est ça. C'est le contrôle du nombre. Parce que ce qui embête, je pense, ce qui embête le gouvernement et ce qui embête la junta, c'est qu'il y ait trop de sorties et qu'on ne contrôle pas la sortie et le type de personnes qui sortent. C'est ce qui va se passer, je pense, aussi avec la France. Et donc, dans les années 50, elle peut le faire, la junta d'immigration peut le faire, non pas parce que... je pense aussi qu'elle arrive à contrôler parce qu'elle a des pays transatlantiques qui ne sont pas si friands de portugais. Je m'explique. La France attire beaucoup de Portugais. Mais la France, elle veut recevoir des Portugais. Et contrairement à l'idée reçue, et ça je l'explique dans le livre, les sorties pour les pays transatlantiques comme
le Brésil, parce que c'est vrai que le Venezuela attire, mais d'un point de vue quantitatif, ça ne se compare pas au Brésil. On envoie au Brésil, mais le Brésil n'est pas très intéressé. Alors il y a des positions qui sont pas du tout, ils sont pas très bien en adéquation, le Portugal et le Brésil au niveau de la migration portugaise, parce que le Brésil veut un certain type de migration et non, le Portugal veut donner une autre. Les Brésiliens veulent des migrants pour travailler dans l'agriculture. Les Portugais, ils veulent aller travailler, ils ne veulent pas aller travailler dans l'agriculture. Et donc, il y a quand même certaines restrictions qui sont imposées au Brésil, et je pense que ça influe sur le nombre. Mais ça arrange aussi la Junta de Migração, parce que ça permet de ne pas avoir à imposer des limites, parce qu'elle peut toujours dire, bon, mais c'est pas notre faute, c'est la faute aussi des pays d'accueil. C'est pareil pour le Canada. Le Canada est intéressé, ça intéresse la Junta d'immigration d'envoyer quelques Portugais, mais il faut que ce soit... Mais le propre Canada, en tout cas dans les années 50, au début, elle met une certaine limite dans l'entrée du nombre. Donc, et c'est important le fait que aussi bien... Donc, bon, après, la Junta, elle a une manière de faire, elle a des intérêts. Peut-être qu'elle voudrait qu'en sorte plus, qu'il y ait des migrants qui sont plus acceptés dans un pays que d'autres. Mais je pense que ça arrange aussi le fait que ces pays ont une attitude qui n'est pas si ouverte à l'entrée massive et intense de Portugais. Et je pense qu'en réalité, ça permet de maintenir un certain statu quo, une certaine tranquillité au niveau interne, au niveau des élites au Portugal, et ce qui va être complètement chamboulé par la France. Et on y arrive. Merci pour la transition. On s'est beaucoup préparé, hein, c'est au mot près. Effectivement, on en arrive vers la France. Comme tu le montres, encore une fois, là tu viens de le répéter et que tu le dis dans ton livre, vraiment la Junta de Migração, c'est une institution vraiment ancrée sur l'immigration transatlantique, telle qu'elle existait au 19e, au 20e. Au début 20e, c'est la chose la plus logique. Et donc, même jusque dans les années 60, ça ne va pas être complètement anachronique, mais elle est vraiment très, très centrée sur si vous prenez un bateau, etc., l'avion, ils ne pensent même pas du tout vers le Brésil. Et même, pour vous dire, au Portugal, il y a vraiment cette idée du portugais émigré. Même dans les années 80, là, il y avait la Direction générale des affaires consulaires et des communautés portugaises que tu as cité. Dans les années 80, le logo qu'ils avaient trouvé, c'était une caravelle, alors que plus personne n'avait pris de caravelle depuis fort longtemps. Donc il y a cette fixation sur l'immigration transatlantique et la France. Effectivement, la France, à la fin des années 50, devient une destination qui croît. Alors, je fais un peu en arrière pour revenir à ce point-là. Mais l'immigration vers la France, en fait, elle est à la fois tardive mais ancienne. Je m'explique. Au XIXe siècle, les Portugais émigrent massivement vers le Brésil. Par exemple, en 1913, il y a 95 000 Portugais qui partent en grande partie vers le Brésil. Et il n'y a quasiment pas de Portugais en France au XIXe siècle. Alors que, depuis, alors il y a une chose, maintenant je le répète toujours parce que c'est mon côté militant écolo, c'est que en 2025, vous ne pouvez pas aller de Paris, de Montparnasse ou de Serlitz, à Lisbonne en train. C'est dommage, hein, parce que les avions, ça pollue, etc. On ne peut pas le faire depuis 4-5 ans. À partir de 1886, vous pouviez le faire. Et tout au long, à fin 19e et début 20e, vous preniez le train, ça prenait un peu de temps, mais pas beaucoup plus. Quand on regarde les horaires, ça n'a pas vraiment évolué au cours du 20e, parce que le Sud Express n'était pas très rapide. Mais grosso modo, à partir de fin 19e, début 20e siècle, jusqu'à la Première Guerre mondiale, alors qu'il y avait un train qui passait à Mangualde, à Nerles, à Guarda, qui sont des régions de forte immigration, vous pouviez prendre le train et venir en France. Personne ne venait en France. Les recensements fin 19e, il y avait environ, grand max, 1300 Portugais en France. Et parmi eux, Amadeu de Sousa Cardoso, Essa Queiroz, ça, c'est pas vraiment des travailleurs. Et les gens émigraient massivement, mais vers le Brésil. C'était vraiment le... Et ça change en 1916. Il y a une convention de main-d'œuvre, parce que c'est la guerre en France. La France a besoin de main-d'œuvre et va recruter à partir de 1916. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en 1920, entre 1920 et 1931, il y a 75 000 Portugais qui viennent, prennent le train, ils arrivent en Hendaye. Ça disparaît en 1931, là, les Français ferment les frontières. Et il y a des Portugais qui viennent, mais régulièrement. Et
à la limite, tu pourras en parler si tu veux, mais il y a beaucoup de Portugais qui sont refoulés dans les années 30, expulsés. Un Portugais qui, je sais pas, là j'invente vraiment, qui habite à Vernon, parce que j'aime beaucoup Vernon. Il n'y en avait pas beaucoup à Vernon dans les années 30. Ben, ils sont expulsés, ils volent une poule, ils volent du charbon, ils se battent à la sortie d'un café avec un compatriote, ils sont arrêtés, emprisonnés, expulsés. Ils boivent beaucoup dans la rue, ils sont emprisonnés. Exactement. Donc il y avait, en 1931, il y a 49 000 Portugais. 5 ans plus tard, il n'y en a plus que 26 000, donc c'est 42%. Entre les gens qui partent d'eux-mêmes, les gens qui sont refoulés, les gens qui n'ont pas leur carte d'identité de travailleur renouvelée, etc. Donc c'est massif et c'est sur ça que tu travailles actuellement. Je sais si tu pourras en parler. En 1940, de nouveau, les autorités françaises se rappellent qu'est le Portugal, parce que c'est la guerre. On a besoin de recruter de la main-d'œuvre. On ne peut plus recruter des Italiens, parce que les Italiens sont quand même du côté des Allemands. Donc il y a un accord de main-d'œuvre qui est signé le 30 avril 1940, mais qui n'est quasiment pas appliqué. Et à la sortie de la guerre, les autorités françaises, qui ont besoin de main-d'œuvre pour reconstruire la France, veulent pas vraiment recruter, encore une fois, et comme ce sera après, des Algériens, donc ils vont recruter beaucoup d'Italiens, mais demandent au Portugal de signer un accord de main-d'œuvre, et le Portugal refuse. Parce qu'on a besoin de notre main-d'œuvre, on fait des grands travaux, les colonies, les traditions migratoires vers le Brésil, etc. Et donc, après, à la fin des années 40, on voit dans les archives, notamment dans les archives de la Junta, qu'il y a des gens qui partent vers la France, mais ce n'est pas beaucoup. Et dans les années 50, c'est extrêmement peu. Et les autorités françaises, notamment l'Office national d'immigration, essayent de trouver des arrangements, de signer un accord que la Junta refuse. Mais grosso modo, ce qui va se passer, c'est comme ça que tu m'as donné la parole, fin des années 50, commence progressivement, les gens partent du Portugal sans passeport. Sans passeport d'immigration, qui est octroyé par la Junta d'immigration, sans passeport de tourisme, qui sont octroyés par les gouvernements civils, donc les préfectures. Tout est cadenassé, d'une part par la Junta, mais par exemple, à partir de 1954, il y a un décret-loi qui dit que les paysans et les ouvriers ne peuvent pas obtenir de passeport de tourisme. Parce qu'un paysan et un ouvrier ne fait pas de tourisme, ne va pas visiter la Tour Eiffel, ni Notre-Dame de Paris. Donc on ne peut pas. Il n'y a que les commerçants et les autres professions qui peuvent. Donc c'est quadrillé pour que les gens ne puissent pas partir. Mais néanmoins, et ça c'est les travaux notamment de Marta Nuncild, que peut-être un jour sera présenté sur les réseaux d'émigration clandestine, à partir de, on ne va pas rentrer dans les détails, mais des réseaux notamment liés à la contrebande, de plus en plus de Portugais partent clandestinement, fin des 50, début des années 60. Et là, la Junta essaye à tout prix d'empêcher cela. Les départs, la police politique essaye d'arrêter à partir de 61 l'immigration dite irrégulière, donc quitter le Portugal sans passeport ou avec un faux passeport, est considérée comme un crime. Donc, et vous pouvez être emprisonné pendant 2 ans. Ce sera rarement le cas, mais c'est possible. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la Junta d'immigration, elle n'a pas du tout prévu ça, bien évidemment. Ça augmente progressivement. On pense qu'on peut contrôler, mais on contrôle strictement rien. Et ma question, c'est qu'en 63, donc, il y a un accord de main-d'œuvre entre la France et le Portugal, et il y a un peu un effet de bluff entre les deux pays. Les Portugais signent un accord. En fait, ils se rendent compte qu'ils ont perdu la maîtrise. Que les Portugais viennent en France, ils se font régulariser, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, et la Junta, elle ne contrôle plus rien. Et donc la Junta, elle pense qu'elle est très réticente à signer cet accord de main-d'œuvre, mais elle finit plus ou moins par... Bon, ça passait par d'autres canaux, mais le deal plus ou moins du ministère des Affaires étrangères, c'est de dire, bon, si on signe un accord de main-d'œuvre avec la France, seuls pourront partir ceux qu'on autorise. Et on essaye d'obtenir des autorités françaises qui refusent de régulariser les irréguliers. Mais très vite, les autorités françaises, dès 64, vont dire « Mais non, mais nous, on continue à régulariser les Portugais qui viennent irrégulièrement. » Notamment un circulaire du ministère de l'Intérieur du 7 avril 64, tous les Portugais qui mettent les pieds en France, on leur donne un récépissé, et plus tard, ils ont une carte de séjour et une carte de travail. Et même la Junta, elle n'a jamais vraiment voulu jouer le jeu, en fait. Et donc, est-ce que tu peux, à partir d'énormes travail d'archives que tu as fait, comment cette junta, pensée, préparée, organisée pour l'immigration transatlantique, doit gérer un flux qui lui échappe complètement? Okay. Oui, effectivement, la junta, et ça tu en parles dans ton livre aussi, la junta a toujours été très réticente à l'organisation d'une immigration pour la France, parce que voilà, elle a une mentalité qui, ou en tout cas dans les années 50, une mentalité qui va changer, mais c'est une mentalité au milieu des années 50 qui est encore et qui est
très marquées par la mentalité du président, hein, qui influencent sur la manière dont doit être perçue l'immigration pour la France. Et effectivement, on met beaucoup de barrières légales pour pouvoir sortir de la France. Et comme tu l'as dit, ben, comme on ne peut pas sortir de manière légale, soit parce que c'est pas possible, on sait que c'est pas possible, on sait qu'il y a des possibilités légales, mais on n'arrive pas à les accomplir ou valider en tout cas ces conditions, soit eh bien on ne sait pas que c'est possible, mais on va de manière clandestine, voilà. Et donc ce qui fait que ça augmente. Alors quelle manière la junta ça la met hors d'elle, c'est un nom, de devoir régulariser des gens. C'est-à-dire parce que quand les Portugais qui partent en France arrivent en France, donc il faut qu'ils sont régularisés. Mais il faut aussi qu'ils soient régularisés au Portugal. Et donc, de la part de la Junta d'immigration, faire que la régularisation se fasse pour ces gens qui n'ont pas respecté les règles, qui sont partis de manière clandestine, eh bien, c'est pas possible. Et puis c'est montrer aussi une image de... Mais si on régularise, on montre l'idée, on fait passer l'idée que n'importe qui peut sortir, peut gruger la loi et ne pas respecter l'État portugais, donc il peut faire ce qu'il veut, puisque de toute façon, après il arrive, il est régularisé aussi du côté portugais. Et donc, de fait, effectivement, il y a toujours eu une position assez... la junte a toujours eu une position assez réticente vis-à-vis de la régularisation. Toujours opposée. Une façon aussi de lutter, et tu as bien dit aussi, donc la question de l'accord de main-d'œuvre, m'a toujours été très réticente à signer des accords de main-d'œuvre, même que ce soit avec la France ou avec un autre pays. Et ça se vérifie aussi pour le Brésil. Et historiquement, mis à part la France en 1916, comme tu as dit, en 1940, il n'y a pas d'autres accords. Il y a des négociations. Il y a des négociations avec le Brésil dans les années 20. Il n'y a pas d'accord signé, pas ratifié. Il y a dans les années 50 aussi une tentative de signature d'accord qui n'est pas un accord d'immigration, parce qu'au problème, je pense qu'au Portugal, le problème, c'est que quand on négocie avec un pays, on ne négocie pas exclusivement sur l'immigration. On veut utiliser l'immigration comme pour avoir d'autres avantages, notamment commerciaux. Et c'est ce qui se passe aussi avec le Brésil. Et ça ne se passe pas bien. Il n'y a pas d'accord, rien n'est prévu, il n'y a aucun accord d'immigration signé. L'accord avec le Canada, c'est ce qu'on appelle un Gentleman Agreement, c'est un accord oral, rien d'écrit, rien de signé. Parce que l'idée de la junte, je pense, c'est et on revient sur la France, l'idée, c'est de ne pas assumer un compromis avec un tant de nombre de sorties, alors que effectivement ça pourrait être fait de manière plus organisée, plus structurée. Le Portugal, la junta organiserait les sorties en fonction des personnes qui intéressent, à qui ça intéresse la sortie, aussi bien pour essayer avec le migrant de garantir l'intérêt du migrant, mais aussi de l'État et des élites. Et donc non, c'est fait parce que l'idée, c'est il y a une réticence et une aversion pour le compromis, et parce que l'idée, c'est d'avoir ma mise sûre et éviter aussi, bien évidemment, l'intervention de la France ou des services d'immigration en France, au Portugal, dans le recrutement. Une autre stratégie qui a été utilisée pour essayer de faire un petit peu tarir cette immigration clandestine pour la France, c'est développer d'autres flux migratoires européens, notamment pour l'Allemagne. Et donc, ce qu'a fait, en même temps qu'a été négocié l'accord de 63, qui après n'a pas été véritablement appliqué, eh bien, on négocie aussi un accord avec l'Allemagne. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, ça intéresse la junte, parce que l'Allemagne se présente comme un pays qui ne veut pas des migrants, sur la longue durée, ne veut pas des migrants qui s'installent. Et il cherche plutôt une immigration circulaire, pendulaire, c'est-à-dire une immigration qui va un peu comme la Suisse aujourd'hui,
avec les migrants portugais, c'est-à-dire qu'ils vont travailler durant un temps et puis après ils retournent au Portugal. Eh bien, l'idée de la junte, c'était aussi ça. C'était permettre, en fait, proposer d'autres flux, d'autres destinations, qui garantissaient à un moment donné, de manière légale, et qui garantissaient un retour. Donc ça permettait aussi bien aux migrants de gagner de l'argent dehors, à l'extérieur, mais aussi d'une certaine manière, à certaines périodes de l'année, de se maintenir au Portugal pour des travaux agricoles, bref. Et c'est une des stratégies qui a été utilisée. C'est une des stratégies qui a été utilisée pour justement pour contrebalancer ce flux français. Mais ça a été un flop parce que, enfin un flop, un pseudo-flop, je dirais, parce que il y a eu une immigration qui s'est faite pour l'Allemagne, mais la France a toujours été le pays qui a attiré. Et puis, d'un point de vue interne, ministériel du Portugal, et on voit ça dans les débats, l'immigration pour la France, c'est celle qui préoccupe, et c'est celle en même temps où on sent qu'il y a un intérêt à maintenir. Enfin, je le sens de cette manière, c'est-à-dire que toutes les recommandations qui sont prises, par exemple au 75-65, c'est en fonction de l'immigration pour la France. C'est ce qu'elle représente. Et donc, il y a, et ça tu en as parlé aussi dans ton livre, dans tes travaux, c'est ce changement de mentalité qu'il y a au niveau ministériel, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères qui fait pression, le ministère du Travail qui fait pression pour que, eh bien, on stimule une immigration légale de manière aussi à contrebalancer cette immigration clandestine, mais permettre qu'il y en ait plus qui aillent de manière légale, mais avec toujours beaucoup de, bien évidemment, de résistance de la junta de migración. Dans les années 60, bon, maintenant, je me rappelle d'une chose, mais on se préoccupe encore, la junta de migración a des préoccupations qui sont complètement obsolètes, à mon sens, parce que l'immigration, comme l'immigration européenne et l'immigration pour la France, est le sujet de débat, et le sujet qui intéresse, qui importe. On continue encore à discuter sur la manière dont on doit transporter les migrants sur les bateaux. C'est complètement... et parce que les compagnies de navigation, c'est une élite maritime qui a encore du poids et qui dit oui, nous on paye des taxes parce que quand il faut qu'on ait une équipe, on doit payer pour qu'il y ait l'inspecteur, il y a le médecin, mais ils ne sont pas très nombreux. Les compagnies aériennes, parce qu'ils font concurrence, à partir de ce moment-là, font concurrence dans les années 60, eh bien, elles ne payent pas de taxes. Voilà, c'est ce genre de débat qui pourrissent un petit peu. Enfin, c'est obsolète, ça n'a plus de sens, ça n'a plus autant de sens. Mais c'est une préoccupation de la junta, et jusqu'à la fin, elle ne lâchera pas le morceau et elle voudra toujours qu'une équipe de la junta soit présente dans les bateaux. C'est complètement, je dirais, presque ridicule. Mais bon, voilà, c'est une autre stratégie maintenant que je me souviens qui est possible, qui a été aussi... c'est organiser une immigration légale. Mais ça, on sait, hein, c'est un contrat de travail. Éviter la sortie des contrats de travail nominatifs, c'est-à-dire éviter la sortie de personnes qualifiées pour la France. Voilà, c'est une possibilité, et sortir de manière à travers des contrats de travail anonymes, parce que les contrats de travail anonymes, c'est des contrats qui n'ont pas de nom. Ça veut dire que la junta de migración, avec tout son réseau de collaborateurs, qui ne se limite pas aux municipalités, mais qui est beaucoup plus, qui s'élargit dans les années 60 avec l'immigration pour la France, l'immigration pour l'Europe, je vais le dire, eh bien, s'occupent du recrutement. C'est eux qui s'occupent de choisir. Un contrat de travail nominatif, on ne peut pas choisir la personne qui sort. Donc, on ne sait pas, on ne peut pas avoir contrôle sur cette immigration, et on ne peut pas avoir un contrôle sur la qualification des gens qui sortent. Oui, là tu le dis parfaitement, la junta est anachronique, inadaptée dans les années 60, quand il y a les départs vers la France, et elle est même, alors que Salazar est toujours au pouvoir, fortement critiquée au sein de l'État. Notamment au ministère des Affaires étrangères, la grande critique, c'est de dire les gens, ils viennent à South. À l'époque, Le Figaro, Le Monde, Sud-Ouest
publie des dizaines, des centaines d'articles sur sont arrivés dans des camions, sont arrivés par bateau des Portugais. Et l'ambassadeur qui est ici à Paris, dans le 6e arrondissement, Marcial Mati, je dis il faut faire quelque chose. Soit vous les empêchez de partir, soit ils viennent pas comme ça. Ils viennent parce que tout le monde a l'impression que les gens, imaginez, les gens venaient risquer leur vie pour rentrer en France dans les années 60. Et d'un autre côté, vous avez le ministère des Corporations, qui est le ministère du Travail, qui dit mais c'est complètement absurde de garder ces paysans du pays, dans le nord du pays. Il faut qu'ils s'en aillent. Parce qu'ils sont en train de maintenir une agriculture anachronique, c'est excédentaire. En fait, grosso modo, on n'en a pas besoin. Heureusement qu'ils ne viennent pas à Lisbonne ou à Porto, où il y a déjà des énormes bidonvilles, et on n'a pas assez de travail pour eux. Donc c'est presque un cadeau que la France nous fait, de prendre cette main-d'œuvre excédentaire, d'un point de vue économique qui est le leur, et en plus, c'est des gens qui y renvoient de l'argent. Et la junte, elle, comme tu me dis très bien, est inadaptée, et eux restent sur un vieux schéma de pensée qu'il faut garder le maximum de paysans, etc. Et là, il faut rajouter à cela la peur que tous ces Portugais qui viennent en France reviennent au pays communiste, qui est un terme extrêmement large. Et donc, à partir du milieu des années 60, la junta est même très fortement critiquée en interne. Tu viens de parler de cette commission des études des problèmes de l'immigration vers la France en 64-65. Et en fait, donc, dans ton travail, tu parles du début de la junta en 47 et tu parles de sa fin. Comment, en fait, elle est supprimée en 70, remplacée par un secrétariat national de l'immigration. Son principal président, António Manuel Batista, en fait, il arrive à l'âge de la retraite, mais on sent que tout le monde est très content qu'il arrive à l'âge de la retraite pour qu'il parte. Et donc, est-ce que tu peux nous parler de cette fin, pourquoi elle disparaît et pourquoi elle ne survit pas à Salazar? Parce que elle disparaît avec l'arrivée de Marcel Caetano au pouvoir, qui va profondément, dans le cadre de la dictature, bien évidemment, modifier la politique d'immigration. C'est un peu ce que tu disais, ces conflits internes et ministériels qui commencent dès début des années 60, mi-60, où tu as des ministères qui on commence à se poser la question, on se pose la question de savoir quelle immigration on veut et quelle utilité on en donne dans la perspective d'une immigration européenne et c'est même pas européenne, c'est la France, point. Et donc là, on se rend compte progressivement qu'il y a aussi des intérêts à avoir une immigration pour la France, à favoriser l'immigration pour la France, à favoriser les relations avec la France, avec le gouvernement français. Et dans toutes ces réflexions internes, eh bien, on se rend compte qu'il y a un problème, et c'est le poids et que la junta de l'immigration elle a dans la manière de penser et d'exécuter cette politique. Cette vision archaïque, vision obsolète de l'immigration, qui est avant tout une immigration transatlantique, le fait de ne vouloir contrôler à tout prix les sorties, de ne pas laisser sortir plus de gens, voilà. Et donc, il va y avoir au niveau ministériel des pressions qui vont être faites pour que, il faut que ça change. Et cette junta d'immigration, elle n'est plus du tout adaptée. Il faut la remplacer par d'autres services, notamment par le service national de l'emploi, si je ne me trompe pas, oui, c'est le nom, qui est lié au ministère du Travail. En fait, ce sont des guerres ministérielles, c'est des ministres qui veulent s'approprier, des ministères qui veulent s'approprier cette fonction. Et la fonction du contrôle de la sortie. Et le ministère des Affaires étrangères joue un rôle important dans cette bataille, mais le ministère de la Corporation et de la Prévoyance sociale, eh bien, elle est aussi très importante parce qu'elle veut récupérer cette fonction. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas les institutions pour. Elle n'a pas les services pour organiser au niveau local. Elle a un réseau, mais qui n'est pas suffisamment développé, adapté. Et puis, c'est la junte qui s'en occupe. Et donc, l'unique solution, c'est comme au niveau ministériel, il est difficile de mettre fin à cette institution. Il faut que ce soit une décision supérieure. Et c'est avec Marcel Caetano, à l'arrivée de Marcel Caetano, il y a des changements administratifs qui sont faits. On sent tout de suite une différence dans la politique d'immigration vis-à-vis de la France. Et eh bien, ce ne sont pas des réformes, mais des changements de vision sur l'immigration et la manière de gérer l'immigration. Eh bien,
la junta d'immigration saute. Et effectivement, ça arrange bien que le monsieur président arrive à son fin de mandat, on va dire, et ça facilite les choses. Et effectivement, il est remplacé par un autre service qui a des fonctions beaucoup plus, d'autres fonctions plus amples, d'autres fonctions, hein, mais qui est beaucoup plus centrée sur la gestion d'une migration européenne. Mais sans oublier l'Afrique, bien évidemment, toujours, parce qu'il faut toujours favoriser et stimuler, même en fin 60, une immigration, une sortie pour les colonies, même avec la guerre coloniale, en bref, et la fin de l'Empire qui approche. Et donc, effectivement, mais c'est une décision administrative et une décision supérieure qui a dû venir de haut. Ouais. Merci. Et juste pour renforcer ce que tu dis, notamment dans la fin des années 60 et 1970, les autorités portugaises font de la publicité en France pour que les Portugais aillent en Afrique. Oui, mais je sais pas si ça fonctionne très bien. Non, ça ne fonctionnait pas très bien. Non, mais c'était l'idée qu'il ne fallait pas que les gens viennent en France. La France était dépeinte, surtout sous Salazar, comme un enfer sur Terre. Il fallait que les gens aillent en Afrique jusqu'au 25 avril 1974. Donc, vous l'aurez compris que c'est une œuvre extrêmement importante qui va faire date, que toute personne qui travaille sur l'immigration portugaise devra lire avec profit. Et on te remercie. Mais merci à toi de... Et c'est pas fini encore. Vas-y. Comme Christina Costa vous l'a dit, si vous voulez poser des questions sur l'ouvrage, prenez le micro parce que ce sera enregistré. Bon, c'était absolument passionnant. Pour une Polonaise que je suis d'origine, d'autant plus, qui a connu les milliers brésiliens à Varsovie et ensuite les milliers portugais à Paris. Ce qui m'intéresse, c'est, y a-t-il une étude sur l'apport économique de cette émigration, tant vers le Brésil, c'est-à-dire si les Portugais du Brésil envoyaient de l'argent et combien, qui envoyait, comment et quand. Que les Portugais envoient de l'argent en France, que les Portugais d'ici envoient de l'argent au Portugal, je ne sais pas quand ça c'est devenu important. Si au début c'était juste des sommes minimes, ou ensuite c'est devenu quelque chose comme un apport qui jouait sur l'économie du pays. Alors, au niveau c'est une bonne question. C'est une très bonne question parce que je pense qu'on n'a pas beaucoup de travaux qui travaillent sur l'apport économique et en particulier sur les devises qui viennent du Brésil. Il y en a. Il y a quelques travaux pour la période de fin du 19e, début 20e. Mais à partir des années 30 et dans les années 50, c'est très difficile. Mais moi, je peux vous dire, je pense, il n'y a pas eu beaucoup, je pense, dans les années 50, pour ce que je connais mieux, et dans le cadre du Brésil, il n'y a pas énormément d'argent. Pourquoi ? Parce que le Brésil subit des mini-crises économiques et la monnaie est fortement dévalorisée. Donc, en fait, quand vous gagnez de l'argent au Brésil et vous l'envoyez au Portugal, quand il arrive au Portugal, il n'a pratiquement aucune valeur. Donc, il est fort probable qu'il n'y a pas eu beaucoup d'argent. Il y a dû y avoir, mais c'est une étude intéressante à faire et elle manque. Je ne pense pas qu'il y en ait eu beaucoup. D'un point de vue quantitatif, ça ne se compare pas à la France, mais il est fort probable qu'en fait l'argent arrivait, mais pas beaucoup en fait. Ça n'a rien à voir avec la France et ça n'a rien à voir avec la période antérieure, fin 19e, début 20e. Là, oui, effectivement, il y avait beaucoup d'argent. C'est l'une des raisons pour laquelle on stimule la sortie pour ces pays-là. Oui. Mais pour la France, je pense que de la France, c'est suffisamment important dans les années 60 pour financer l'économie portugaise, l'industrialisation, la guerre coloniale, donc, et pour aussi améliorer la qualité de vie des gens qui restent au Portugal quand les membres de la famille sont au Portugal et qu'ils ramènent l'argent. Oui, l'achat des maisons, etc., construction, oui, tout à fait. Hein, les concierges qui envoyaient de l'argent, ainsi de suite, qui pouvaient ensuite aussi louer, ainsi de suite. Donc, c'était un profit réel. Ouais. Oui. Et il est fort probable que dans les années 50, il y a aussi, j'en ai pas parlé,
qu'il n'y a pas autant de stimulation aussi pour la sortie pour le Brésil. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent qui rentre. C'est possible. C'est possible dans les années 50. C'est-à-dire que c'est une migration que l'on favorise en théorie. Mais après, dans la pratique, c'est toujours très pragmatique, une politique d'immigration. Il faut qu'il y ait une utilité, il faut que ça rapporte. Il faut qu'il y ait de l'intérêt financier. D'où la politique contrôlée ou l'immigration contrôlée ou pas. Oui. N'est-ce pas? Donc ça, c'est l'actualité qui fait que c'est pour ça on pose des questions. C'est pour ça qu'aussi on change de mentalité par rapport à l'immigration dans les années 60. C'est parce qu'il y a de l'argent qui rentre. C'est intéressant. Ça, c'est la première question. La deuxième question, je ne sais pas si c'est peut-être hors sujet, c'est l'émigration vers le Portugal à l'arrivée de la guerre. Puisque Lisbonne était un point de transit, n'est-ce pas, vers les États-Unis, etc. Ou vers le Brésil, par exemple. Ça, c'est de l'immigration d'ordre, je dirais, plus politique que économique. Comment, bon, parfois il fallait attendre très longtemps pour avoir un visa, etc. Est-ce que l'État portugais avait une politique? Est-ce que Junta, par exemple, elle s'occupait de ce genre de choses? De dire que bon, il faut s'adresser à tel ministre ou je ne sais pas qui, tel office. Est-ce qu'elle faisait aussi de démarches pour ces émigrés qui venaient de Pologne, d'ailleurs de Russie? De Russie, c'est une autre affaire, mais bon, disons deux pays ou des juifs polonais ou autres qui cherchaient à partir ailleurs. Non, là, c'est pas la junta d'immigration. La junta d'immigration s'occupe exclusivement de ceux qui sortent. Portugais. Enfin, des Portugais, pas de ceux qui sortent, des Portugais. Là, c'est la police politique qui s'en occupait. D'accord. Et troisième question. Je t'en prie. Hein. Après, je pourrais en avoir d'autres. Allez-y, j'en prie. Et c'est les droits du sol et les droits du sang. La différence entre l'Allemagne et la France. Les Portugais qui s'installaient en France, qui se faisaient naturaliser, je ne sais pas quelles étaient vraiment les conditions. Je connais pour les Polonais, mais enfin, pour les Frau, c'était à peu près 10 ans de séjour, éventuellement un diplôme. Même moi, je suis arrivée en France en 67. Donc, ces droits du sol permettaient aux Portugais de devenir français, n'est-ce pas? Les droits du sang allemand, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, je suppose que l'installation des Portugais en Allemagne peut-être aussi dépendait de ces critères. Oula, c'est possible. Bon. Non, c'est possible. Là, j'avoue que je ne sais pas trop. Effectivement, je sais pas. Je sais pas si tu. Moi, je. Le droit du sang. Oui, non. Mais... Bah, en fait, comme l'a très bien dit tout à l'heure Yvette, l'immigration vers le portugaise vers l'Allemagne, la RFA, donc l'Allemagne de l'Ouest, a été beaucoup moindre que vers la France. Il y a 900 000 Portugais qui viennent en France de 50 et 74. Ils sont, si je me rappelle bien, 130 000 vers l'Allemagne de l'Ouest. Parce que les Allemands, en grande partie, veulent une immigration légale. C'est-à-dire que des gens qui viennent avec un passeport, un contrat de travail pour travailler chez Volkswagen ou je ne sais pas quoi. Et donc, pour les immigrants portugais, ça les oblige de passer par les intermédiaires, aller à la mairie, remplir des papiers, attendre 6 mois, 7 mois, un passeport d'immigration, partir. Et en fait, la plupart des gens, en fait, c'est pour eux plus simple de retrouver aller à la taverne, d'aller à un marché, de trouver un rabatteur qui lui présentait un passeur, il payait, il partait en France, c'était fini. Et c'était beaucoup plus simple. Et les gens, quand ils partent, ils ne pensent pas vraiment à ces problèmes de nationalité, en fait. D'ailleurs, beaucoup de Portugais en France sont restés portugais. Et c'est parmi les nationalités, parmi les étrangers qui demandent le moins la nationalité mais les française. enfants, au moins, pouvaient devenir... Oui, le français, oui. Mais Français. quand ils partaient, beaucoup, alors pas tous, hein, loin de là, mais en fait, d'une part, l'homme souvent partait seul, il y avait bien sûr une immigration féminine, et l'idée que leurs enfants, alors l'idée c'était souvent de revenir au bout d'un certain nombre d'années et de permettre à leurs enfants d'avoir une meilleure vie au Portugal. Après, les choses ont bien sûr changé, mais l'idée, les gens ne partaient pas plutôt vers l'Allemagne, plutôt vers la France, en se disant « Ah, mes enfants seront plus facilement français ou allemands », c'est pas du tout... Pas encore, je pense. Pas encore, oui. Mais par contre, par exemple, dans le cas de la... Pas forcément, je ne connais pas très bien le cas allemand, mais du point de vue des naturalisations. Mais c'est pas une stratégie de sortie, mais ça peut être une stratégie quand les Portugais sont dans le pays. Hein, et ça, on vérifie par exemple dans le cas des années 20 et 30. Une façon d'éviter la sortie, l'expulsion,
c'est de se demander la naturalisation. Maintenant, il y a tout un travail à faire il manque beaucoup de, enfin, il n'y a pas d'études sur les demandes de naturalisation sur les Portugais dans les années 20-30 en France. En Allemagne, je ne connais pas. Il y a quelque chose sur d'Alexis Speer sur les naturalisations dans les années 60. Je crois que ça va dans les années 70. Et effectivement, Victor, il dit qu'il n'y a pas beaucoup de Portugais qui se naturalisent. Et c'est vrai, parce que la naturalisation est une manière c'est une stratégie pour pouvoir se maintenir dans un pays, une stabilité. Et je pense que les Portugais, me semble qu'ils ne souffrent pas de tant de cette question. Ils ne souffrent pas d'une possibilité, en tout cas dans les années 60 et 70. Non, dans les années 20 et 30. Parce que les réfractaires, si vous voulez, qui au bout de 10 ans de séjour en France, pour pouvoir voyager, j'en voyageais avec un qui avait des passeports falsifiés, qui passait facilement à la frontière italienne parce que les policiers étaient intelligents, tandis que moi j'avais un passeport polonais sans visa, je ne pouvais pas y entrer, j'étais refoulée à la frontière italienne. Vous voyez, donc, je pense que cette naturalisation est pour des gens qui avaient, disons, un certain niveau intellectuel, et il y en a eu quand même beaucoup parmi les réfractaires. Non, et ça, c'est un cas, vous avez tout à fait raison, dans les années 70, et surtout les années 70, il y a beaucoup de jeunes Portugais qui quittent le Portugal pour fuir le service militaire et pour ne pas combattre. Et pour eux, un certain nombre d'entre eux, une des stratégies est de demander la nationalité française pour pouvoir ensuite rentrer au Portugal, ce qui rend fou la police politique, hein, d'avoir des gens qui sont d'origine portugaise et qui sont devenus français et qui leur montrent leur carnet. Il y a même des cas qui sont arrêtés et les autorités consulaires françaises doivent intervenir pour leur dire « mais on est désolé, cette personne est française, vous ne pouvez pas l'arrêter pour cause de... Mais, comment vous dire C'était minoritaire. C'était minoritaire. Parce que d'une part, il fallait, pour obtenir la nationalité française, il faut un certain temps, rien que l'instruction du dossier. Là, comme le dit, c'est des travaux d'Alexis Speer. Alexis Speer montre bien que les Portugais, quand ils demandent la nationalité française, l'obtiennent plus rapidement que notamment que les Algériens. Dans les mais ils sont beaucoup moins nombreux. Il y a quelques cas, mais je veux bien croire que vous en connaissiez plusieurs. Mais à la limite, on peut penser, on peut faire des histoires contrefactuelles. Tout à fait. Mais on peut faire une histoire contrefactuelle. S'il n'y avait pas eu le 25 avril 1974 et si la guerre coloniale avait duré jusqu'aux années 80, vous auriez eu des centaines, voire des milliers de Portugais qui auraient demandé la nationalité portugaise. Heureusement, le 25 avril 1974, la dictature est tombée et quelques mois plus tard, l'indépendance des ex-colonies est advenue. Donc, ça a un peu freiné ce processus. Merci beaucoup. Question ? Oui. Moi, j'ai deux questions. La première, c'est de savoir du coup si l'ouvrage sort aussi traduit en français ou si c'est juste en portugais. C'est en cours de réflexion, si je comprends bien. J'ai même pas pensé, mais je suis contente qu'il y ait quelqu'un qui propose parce que j'ai toujours pensé qu'en fait cet ouvrage il a plus de sens en portugais qu'en français, parce que c'est vrai que la France est représentée dans... Il faut trouver un éditeur qui accepte de... Ouais, je comprends. L'appel est lancé, si vous nous écoutez. Voilà. Je ne suis pas traductrice, mais parce qu'en fait, la France, elle est importante, mais effectivement, ce n'est pas l'objet d'étude principal. Mais il est là, effectivement. Et je me dis que c'est un sujet qui n'intéresserait pas forcément un éditeur français. Je ne sais pas. C'est une possibilité. En tout cas, des luso-descendants qui ont un peu plus de difficultés avec le portugais, je pense que ça les intéresserait beaucoup. Après, les éditeurs, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour eux. Mais... Ok, non, mais très bien. Mais c'est très bon de savoir que... Voilà. La maison des sciences de l'homme, peut-être, ouais. Et ma deuxième question, elle est un peu plus spécifique, c'est sur la période 1955-60 qui concerne la France. Donc, vous avez évoqué le fait qu'il n'y a pas d'accord de main-d'œuvre avant 1963. Mais on sait quand même, grâce aux fonds de l'ONU qui sont conservés aux archives diplomatiques, qu'il y a des gens qui partent légalement, des travailleurs, avec visa, contrat de travail, etc. Et donc, visiblement, c'est dans le cadre d'accords peut-être sûrement officieux entre la junta et l'ONU, je ne sais pas, je suppose. Et je voulais savoir comment est-ce que ça s'incarnait, si vous avez des informations sur la manière dont, du coup, ces discussions, on va dire, ces accords plus officieux se déroulaient. Est-ce qu'il y avait, je ne sais pas moi... la junta qui disait ok, géographiquement on préfère que vous recrutiez plutôt à cet endroit-là ou ce type de personnes. Voilà, c'était une longue question, mais non, c'est intéressant.
Effectivement, il n'y a pas forcément besoin d'avoir un accord de main-d'œuvre officiel pour qu'on puisse organiser une sortie légale qui se fait déjà dès les années mi-50, c'est vrai, effectivement. Mais c'est fait en fait entre... ce sont généralement je pense que ce sont généralement certains fonctionnaires qui ont un intérêt plus particulier pour développer des relations entre le Portugal et la France, qui font un petit peu l'intermédiaire et qui stimulent, il dit voilà, ce serait bien qu'on organise une immigration légale qui se fait donc de cette manière. Il y a déjà une structure, à la base, il y a déjà une structure administrative, c'est-à-dire partir avec un contrat de travail et avec un autre document. Ça existe déjà depuis... ça date pas des années 50. Sortir avec un contrat de travail ou ce qu'on appelle une lettre d'appel, un carta de chamada, c'est un autre document que l'on utilise pour pouvoir sortir. Ça existe depuis, je sais pas moi, depuis début 20e siècle. Donc c'est une pratique qui se fait déjà et une pratique administrative qui se fait. Et donc en fait on récupère ce système, je pense qu'on récupère aussi ce système pour la France. Mais je pense que ça passe aussi, c'est des relations entre fonctionnaires qui ont probablement un intérêt plus particulier à ce que se fasse aussi fonctionnaires portugais, français, et qui se fasse qui s'organise une espèce d'immigration test, je dirais, basée sur des contrats de travail, enfin bref. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un accord. Et effectivement, il n'y a pas de date. Il y a un document qui est intéressant dans les archives de la Junta de Migração, mais malheureusement, je ne peux pas le dater. Et ce sont les inspecteurs de la Junta, des fonctionnaires qui partent sur le terrain. Et je pense que c'est soit en fin 50, soit en début 60, avant l'accord de main-d'œuvre, et qui font un tour et qui disent oui, ils essayent de savoir si ça vaut la peine d'organiser, qu'est-ce que l'immigration pour la France, et est-ce que ça vaut la peine de l'organiser, comment on peut l'organiser, et ils ont une certaine ils sont plus motivés positivement, hein. Ils n'ont pas forcément la position très opposée du président. Et donc, c'est ces petites mains-là qui, je pense, par le biais de ces petites mains-là aussi, que les choses se font, et notamment qu'on organise. Et il montre bien, hein, oui, c'est vrai, il y a à cet endroit, il y a beaucoup d'immigration, on recense beaucoup d'immigration clandestine pour la France. Il y a les gens sont intéressés par la France, donc peut-être qu'on pourrait aussi organiser à partir de tel endroit l'immigration légale pour la France. Malheureusement, il n'est pas daté ce document, mais il est écrit par des fonctionnaires et je pense qu'il date de la fin 50, début 60, et avant qu'il y ait un accord signé en 1963. Donc le rôle de ces petits fonctionnaires qui sont sur le terrain, et pas que, qui ont des relations, et ça je crois que Victor aussi en parle très bien, un intérêt des fonctionnaires, si je ne me trompe pas, des affaires étrangères, qui ont des relations parce que ce sont des gens qui se forment, qui vont à l'extérieur, qui lisent beaucoup aussi sur la manière dont s'organise une immigration, qui ont des contacts avec des gens qui, en France, qui seraient attirés qui voudraient ramener plus de Portugais. Et donc, en fait, eux, ils viennent avec ces idées et ils essayent de les appliquer et de les stimuler au Portugal au niveau administratif, je pense. Je ne sais pas si tu veux rajouter. Oui, si je peux. En fait, en 1945 est créé l'Office national d'immigration, qui est une institution qui, en France, il y a des parallèles à faire avec la Junta, qui l'État décide que, avant, grosso modo, l'immigration, les gens rentraient par eux-mêmes, et c'est notamment, dans les années 20, avait été créée la Société générale d'immigration, qui était le patronat. Le patronat allait lui-même, notamment recruter en Pologne, après passer par le dépôt de Toul, et après 1945, on considère, dans le cadre de après Vichy, l'occupation, et on sait qu'on a besoin de main-d'œuvre, l'État va recruter et va signer des accords de main-d'œuvre avec différents pays, notamment l'Italie. Et donc, c'est dans ce cadre-là que l'ONU en 1945, c'est vraiment l'idée, seuls peuvent venir en France travailler des gens qu'on a recrutés, qu'on a inspectés, savoir s'ils ont leurs bronches sont bonnes, s'ils ont toutes leurs dents, etc., en fonction de leur qualification ou leur non-qualification. Et on est notamment, il va être présente à Turin, en Italie, etc. Et à cette époque-là, on demande au Portugal de signer un accord de main-d'œuvre et ils disent non, pas question.
parce que le Portugal, comme là on l'a déjà dit, ils veulent conserver leur souveraineté. C'est un maître mot pour la junte, la souveraineté, la mainmise. Et je pense que ça peut être joué aussi, c'est que notamment en 1940, 39-40, il y avait eu, quand la France a besoin de main-d'œuvre, il y a plein de patrons qui ont envoyé des prospecteurs au Portugal recruter des gens. Et ça, ils ne veulent pas. Alors là, la junte d'administration, ce qu'elle ne veut pas, c'est que des gens viennent de l'étranger recruter des gens. Il va avoir le monopole. Ils ne veulent pas. Et donc, la junte ne veut pas du tout que des gens viennent, ne veut pas signer d'accord avec l'ONI. Mais néanmoins, comme on l'a déjà un peu dit, en 1920, 31, il y a 75 000 Portugais qui viennent. Beaucoup sont expulsés, reviennent au Portugal. Et après, en 1945, il y a des gens qui savent qu'il y a des opportunités de travail en France. Et en fait, il y a des chaînes migratoires, des gens qui étaient déjà dans les années 20 et qui sont restés en France, qui ont résisté à l'expulsion, au chômage, à l'occupation. Et en fait, beaucoup, leurs patrons ont dit que tu n'as pas un cousin, tu n'as pas un frère, tu n'as pas quelqu'un de ta famille, parce qu'on a besoin de main-d'œuvre. Et notamment dans les années 50, ce que vous avez dû voir donc, aux archives diplomatiques à Nantes, c'est que l'ONI et la junte signent, alors ce n'est pas un accord, c'est une sorte d'arrangement administratif. Si je me rappelle bien, c'est 55, peut-être 56. Ouais. Alors, grosso modo, on peut recruter, mais c'est extrêmement ponctuel. La junta, comme tu dis très bien, c'est pour voir, mais en fait, ils pensent que ça n'a jamais dépassé les centaines. Et grosso modo, s'il y a tous les ans, quelques centaines de Portugais, et notamment d'une région particulière, qui est la région autour de Leiria, Split, Flesien, de ces coins, où il y a déjà des gens qui sont dans les années 20. Et comme vous savez, Split, à côté de Leiria, entre Leiria et Oreng, c'est de là que vont partir des gens qui vont aller notamment à Champigny, et qui vont être à la base du bidonville de Champigny à partir de 56. Ils se disent, bon, c'est pas très grave. S'il y en a quelques-uns qui partent, mais c'est quelques dizaines, quelques centaines, pas beaucoup plus en fait, c'est plus de l'ordre de la dizaine, de la centaine. Mais après, très vite, notamment le président de la junte d'immigration, il va rétropédaler en fait. Et très très vite, lui, ça va être le champion de trouver des règles pour empêcher les gens de partir légalement en France. C'est-à-dire, donc tu disais très bien que les contrats nominatifs. Après, on va dire, ah, mais c'est un contrat nominatif, il faut qu'il y ait un lien de 3 degrés familial. Qu'après, il va inventer, si une entreprise française veut recruter des gens avec des contrats anonymes, c'est pas plus de 20. Citroën, Peugeot, Renault, c'est pas 20 Portugais dont ils ont besoin. C'est 20 par jour, pas par an. Donc, il va vite rétro-pédaler. Tu voulais rajouter ? Oui, rebondir sur ce que tu disais. Effectivement, il y a, dans les années 50, il y a la junta d'immigration, ils font, et pas qu'avec la junta, parce que c'est toujours dans l'immigration pour le Brésil se fait par lettre d'appel, surtout. Mais les contrats de travail et l'immigration par contrat de travail existe aussi pour des espèces d'immigration test. C'est-à-dire que on envoie un temps de personnes, on va voir ce qui se passe, par exemple, dans les Bermudas. Dans les Bermudes, pardon, en français, portugais, oui, juste pardon. Dans les Bermudes. Allez, on va faire un test. On envoie des gens, on voit ce qui se passe. Et dans le cas, par exemple, et juste pour compléter ce que Victor disait, effectivement, il y a cet arrangement administratif et la junta ne travaille pas toute seule. Elle travaille avec le ministère du Travail. Enfin, qui n'existe pas encore, mais ça s'appelle l'INTP, l'Institut national du travail et de la prévoyance. Et cette institution-là, elle a comme fonction de contrôler les contrats, vérifier les normes des contrats, que bref, les contrats soient bien remplis, les salaires, vérifier les salaires. Hein. Et ça, c'est une fonction que le ministère du Travail, parce que cette institution, elle fait partie du sous-secrétaire d'État du Travail, parce qu'il n'y a qu'un ministère du Travail à partir des années 60. On recrée un ministère du Travail dans les années 60, début 60, mais il existait déjà avant. Et ce ministère du Travail, dans 1900, après la Première Guerre mondiale, il a aussi beaucoup d'importance dans la gestion des contrats de travail pour la France. Donc, mais ils font on laisse un petit peu, et on laisse sortir quelques personnes. Attention, bien cadré, bien défini, pas trop. Mais dans ce cas-là, il y a l'intervention du ministère du Travail. Et cette intervention-là, elle va devenir aussi, et ça c'est curieux, c'est intéressant parce que quand j'ai parlé du service national de l'emploi, dans les années 60, le service national de l'emploi, il appartient au ministère du Travail. Donc, ça rentre dans les guerres. Ils s'entendent
j'ai l'impression qu'ils s'entendent au départ, mais après, il y a un conflit parce que le ministère du Travail veut récupérer cette fonction. Et progressivement, il crée des institutions qui permettent en fait de récupérer les fonctions de la junta et justement dans le recrutement. C'est en fait Service national de l'emploi, c'est l'ANPE, c'est une espèce d'ANPE, c'est-à-dire on propose des formations, on identifie les gens qui sont sans emploi, qui travaillent pas. Bref, c'est vraiment l'idée d'une gestion plus rationnelle en fonction des besoins de main-d'œuvre, en fonction une gestion plus rationnelle de la main-d'œuvre au Portugal. Appliquée et on la gère en fonction, et on gère l'immigration en fonction de cette réalité. Beaucoup plus rationnel, quelque chose de beaucoup plus rationnel. Il y a tant de personnes qui travaillent dans le secteur primaire, secondaire, nanana. Plus pragmatique, il me semble, non ? Mais la junta est aussi pragmatique. C'est un autre thématisme, je dirais. Voilà. Merci. Je crois qu'on a encore peut-être le temps pour une question. Je voulais savoir s'il y avait des représailles envers les personnes qui faisaient une demande pour quitter le pays et dont la demande était refusée. Moi, je dirais que la représaille, ça peut être, je vois plutôt du côté des personnes qui demandent une sortie et qui ne sont pas forcément des travailleurs, c'est pas une migration économique, mais je verrais plutôt ça dans le cadre d'une immigration politique. Par exemple, dans le cadre des personnes qui fuient la guerre ou des personnes qui fuient une oppression politique. Je le vois plutôt dans ce sens-là. Parce que je ne sais pas, j'avoue que... mais je pense que ce serait plutôt... Je ne vois pas trop une représaille dans l'immigration économique parce qu'une personne demande, à moins que ce soit au niveau local. Mais... la représaille que je vois, c'est l'humiliation de ne pas être accepté parce qu'on veut aller de manière légale et on n'est pas accepté. Une représaille physique ou... Je suis d'accord avec ce que dit Yvette. Il faut bien... Une des choses qu'il faut saisir et qu'on voit très bien dans le livre, c'est que ce qui est fascinant avec la Junta de Migração, c'est une institution qui est à Lisbonne et à Porto. Mais en fait, au quotidien, les gens qui demandent à venir en France ou dans un autre pays, en fait, ils vont à la mairie, où ils sont reçus par les fonctionnaires municipaux. Et en fait, les mairies, elles ont une certaine marge de manœuvre, et certaines sont très fermées à l'immigration, et grosso modo, il faut se rappeler qu'on est dans une dictature, où même de nos jours, tout le monde ne connaît pas ses droits. Il y a d'ailleurs un défenseur des droits en France. Là, souvent, les gens leur disent « Non, mais vous ne pouvez pas immigrer, vous ne pouvez pas avoir... » Et en plus, la loi... Les règles sont assez floues jusqu'au début des années 60. Et grosso modo, pour les mairies, favoriser ou permettre à quelqu'un d'émigrer, ça fait partie de la panoplie du clientélisme. Oui. C'est-à-dire que pour un fonctionnaire ou pour le maire, permettre à telle personne de partir ou de ne pas partir, c'est un des rares pouvoirs que le maire ou que les institutions... Et souvent, quand on voit les rares dossiers, effectivement, nous, on manque cruellement de dossiers, mais les rares qui nous sont parvenus par différents points, on voit, par exemple, moi j'avais vu des dossiers où la même municipalité, à quelques mois d'intervalle, disait non, on ne peut pas accepter que les gens partent en France parce qu'il manque des travailleurs, mais 3 mois plus tard, accepter parce qu'il y avait trop de travailleurs et que les gens vivaient dans la misère. À 3 mois après, on se doute bien que c'est parce qu'un tel était bien vu ou un tel avait peut-être corrompu d'ailleurs. Et donc, ce n'est pas tant de représailles d'avoir demandé de ne pas obtenir. Effectivement, il y a ce côté d'humiliation de ne pas l'avoir. Représailles où éventuellement les gens avaient peur, c'est de partir illégalement. Et très souvent, c'était d'abord les hommes qui partaient, assault, et les représailles auprès de leur famille. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous partiez, vous étiez un jeune homme, vous aviez une fiancée, vous avez vos parents, vous pouviez craindre d'éventuelles représailles de la police politique, d'une enquête, de la gendarmerie, de la police politique, etc. Et les représailles, évidemment, pour les jeunes gens qui quittaient le Portugal pour des raisons politiques, comme tu disais, aussi pour fuir la guerre coloniale. C'est-à-dire que vous aviez moins de 21 ans, vous aviez quitté le Portugal illégalement. Souvent, la police politique faisait une enquête et allait voir vos familles pour savoir ce qui s'était passé, en fait. Oui, c'est vrai, merci, Victor. C'est vrai que je pensais, par exemple, effectivement, une représaille, elle est possible même dans par exemple, les demandes de passeport, pas forcément d'émigration, parce qu'il faut... mais je vais surtout citer le cas des passeports de touristes, parce que les passeports de touristes, c'est un moyen de migrer illégalement, irrégulièrement.
Et quand la demande, elle est toujours suivie d'une enquête sur la personne. C'est-à-dire, il y a une enquête qui est faite pour savoir si elle a les conditions morales, si elle a, bref, les conditions économiques pour faire... et effectivement, ces enquêtes sont basées sur les connaissances de certaines personnes locales, au niveau local. Donc, effectivement, là, ça peut être, par exemple, imaginons, il peut y avoir une représaille, c'est-à-dire un président de la Junta de Flexi, des autorités locales, dire non, cette personne, moralement, elle ne peut pas partir, donc on ne peut pas lui donner de passeport. Hein. C'est possible. Ça, c'est une forme de représailles parce que ça renvoie à une question de rapport, de relation sociale, de proximité entre deux personnes, une autorité locale et la personne qui demande l'immigration. Et effectivement, entre ces deux-là, il peut y avoir aussi qui ne demandent pas l'immigration, pardon, qui demandent à sortir pour faire du tourisme. Et effectivement, la représaille, elle est liée à une situation de conflit entre les deux personnes. C'est possible. C'est possible. Mais ça, c'est difficile. Je pense qu'on retrouve avec l'histoire orale. On peut retrouver ça. Mais dans le papier, c'est plus difficile, je trouve. Et effectivement, il est très difficile de faire de l'histoire orale assez fonctionnaire, je trouve. Encore plus, il est facile de parler avec des immigrants, de faire des entretiens avec des immigrants, de faire des entretiens avec éventuellement des intermédiaires illégaux. Je trouve que les fonctionnaires et les polices, c'est très compliqué. Voilà. Et surtout, il faut se dépêcher parce qu'ils sont en train de mourir. S'ils ne sont pas déjà morts. Nous vous remercions. Nous avons bien entendu, et si quelqu'un écoute cette conférence après sur le site de la Gulbenkian, si un éditeur a la très très bonne idée de faire traduire cet ouvrage, ça sera une excellente idée. Et j'espère que vous avez eu envie d'aller plus loin et donc de lire, si vous lisez le portugais, l'ensemble de l'ouvrage qui le mérite très amplement. Merci beaucoup. Merci à tout le monde et merci Victor pour tout. Merci.